donne la parole maintenant. On va si vous voulez maintenant décliner, maintenant qu'on a vu l'épidémiologie, qu'on a vu la biologie, qu'on vient de voir que finalement, je ne sais pas si M. Guégaud a remarqué qu'on n'avait pas invité d'autres techniques d'imagerie. Et puis j'ai toujours ce... Je ne suis pas en rivalité, je suis en coopération. Oui, mais j'ai toujours ce grand remords, je ne sais pas où vous en êtes, je crois que c'est en train de progresser, que la médecine nucléaire est à part l'imagerie, enfin c'est cette espèce de rivalité qu'il y a eu en France. Puisque nous, le rêve des cliniciens qu'on est, c'est on voudrait, pouvons-nous faire un bilan d'imagerie. Et puis débrouillez-vous, vous faites une RCP, et c'est vous qui dites quelle est la meilleure image pour détecter plus de choses, le plus intéressant pour nous. Parce que c'est vrai que le problème je me tourne un peu, donc pas vers Mousquet à proprement parler, mais lui qui est plus proche peut-être des décideurs financiers parfois. On a toujours, quand on a trouvé une nouvelle technique, fait croire aux tutelles qu'elle allait remplacer l'autre. Je crois qu'il faut arrêter cette idée-là. Mais par contre, il faudrait sûrement arrêter que des patients aient encore parfois une sciatique, comme tu l'as très bien dit, une radio de poumon, on dit comment on vient, on va refaire le fait après. Ça, je crois que c'est une mauvaise stratégie. Ah, oui, et donc, plus les gens peuvent s'unir dans l'indication de l'imagerie, plus je crois que c'est important. On en est où là, pour répondre juste très clairement? Je ne suis pas dans les hautes sphères, ni je suis praticien, pour parler très simplement, donc je ne suis pas très décisionnel. Moi, je travaille en coopération aussi bien avec les chirurgiens qu'avec les radiologues, etc. Et j'essaye d'inciter les jeunes qui passent dans le service à être en permanence dans les RCP, parce que d'abord on apprend tout le temps, moi aussi j'apprends tout le temps, et puis surtout on peut faire évoluer la réflexion et la pratique. Et d'ailleurs on a de très bons échanges avec nos amis radiologues, ils savent faire des choses que nous ne savons pas faire, et nous savons faire des choses qu'ils ne savent pas faire, mais à deux on va plus loin, quoi. Enfin à plusieurs on va beaucoup plus loin. Et donc la présence en RCP, et maintenant il y a les nouvelles recommandations de l'INCa ont aussi associé des cliniciens, des chirurgiens et des radiologues dans la relecture finale des recommandations pour la prescription des examens en tête. Donc ça aussi, il y a une collégialité. Par contre, au niveau des fusions des sociétés, je crois que c'est très politique et c'est encore un peu compliqué. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors maintenant, on va décliner un certain nombre d'organes et on va commencer par la prostate et le cancer du rein. Et on remercie beaucoup Xavier Catlino de nous donner son expérience. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc on va effectivement, à côté des perspectives incroyables sur le complémentaire sur tout ce qui est hétérogénéité génomique et métabolique, voir un petit peu sur le plan clinique. Alors en urologie, on va demander de cibler sur le rein et la prostate. Un petit rappel, peut-être aussi pour les non-urologues, le cancer du rein, alors le métastatique, alors le cancer du rein à la base en épidémiologie, alors je parle sur le contrôle, si j'ai des bêtises, vous corrigerez. Jusqu'à il y a eu une évolution, une double évolution sur le plan épidémiologique et sur le plan pronostic. Sur le plan épidémiologique, c'est vrai que jusqu'aux années 90-2000, on avait une part des métastatiques d'emblée qui était élevée. Le rapport de l'AFU qui avait été fait en 2008, donc l'AFU c'est une société savante, qui avait montré qu'il y avait 10 à 40% de métastatiques d'emblée et 10 à 20% qui deviendraient. Actuellement, le total des cancers du rein, c'est approximativement 10 à 11 000 nouveaux cas par an et à peu près 4 000 décès par an. Et avec le développement des imageries qui sont faites pour d'autres causes, eh bien, on découvre de plus en plus des tumeurs du rein à des stades beaucoup plus précoces. Et la triade qu'on a connue quand on faisait nos études, la douleur lombaire, la masse, l'hématurie, c'est fini, ça concerne une minorité. Aujourd'hui, on a de plus en plus de petites tumeurs et donc la proportion des métastatiques d'emblée a drastiquement diminué, fort heureusement. Sur le pronostic, par contre, il faut être très honnête, on est resté, même s'il y a des avancées, on va en parler, assez médiocre, et finalement assez médiocre en urologie là-dessus, sur la prise en charge des métastatiques, même s'il y a des progrès. Jusqu'aux années 90, on était dans l'immunothérapie classique, donc les cytokines, l'interféron, l'interleukine, avec des métastases, des survies qui étaient à 5 ans, qui étaient extrêmement faibles, avec taux de réponse qui était faible. Il y a eu des révolutions dans les années 90-2000, avec l'apparition des antiogéniques, et de plus en plus maintenant, les nouvelles immunothérapies, donc tout ce qui est checkpoint inhibiteur, on en a parlé, anti-PD-L1, ce qui fait qu'on peut arriver à 10-15% de survie à 5 ans sur les patients métastatiques en moyenne, ce qui reste quand même très faible, il faut être très clair, les progrès sont intéressants, mais enfin il faut être modeste et se rendre compte qu'on est encore assez médiocre pour la prise en charge de ces patients-là. Alors, le cancer du rein métastatique, aujourd'hui, brièvement, donc c'est avec les thérapies ciblées en première ligne, on est à peu près d'accord sur les antiogéniques. Ensuite, il y a des discussions sur les séquences, on va pas revenir dessus. Et effectivement, de plus en plus maintenant, on voit bien que donc, les antiogéniques sont clairement recommandés en première ligne. Et puis, effectivement, on voit que tout ce qui est immunothérapie, nivolumab, etc., les anti-PD-L1 ont une place de plus en plus en deuxième et en troisième ligne.
Alors, pour le traitement de la tumeur primitive pour la métastatique, il y a eu 2 essais principaux dans le cancer du rein, en 2001 et 2004, en New England et en Lancet, qui ont clairement montré un avantage pour la chirurgie de cytoréduction, donc la néphrectomie, ajoutée bien évidemment au traitement. En l'occurrence, à l'époque, c'était l'interféron, et qui, par rapport à un traitement par interféron seul, donc par traitement médical seul, apportait un plus. Alors, le plus, l'intérêt, c'était principalement l'intérêt immunologique, puisqu'on sait que la tumeur primitive, elle piège lymphocyte, elle favorise une autopression. Un intérêt angiogénique, parce que la tumeur primitive, elle produit du vasculaire growth factor. Et puis, éventuellement, un intérêt symptomatique, s'il y avait des hématuries sévères, en sachant quand même que les patients qui sont avec des symptomatologies sévères, on les traitera plutôt par des embolisations que d'emblée par une néphrectomie. Alors, ensuite, l'évolution des pratiques est intéressante à regarder, notamment dans la base de données américaine. Sur 98 à 2011, on voit qu'ils avaient recensé donc, plus de 36 000 patients métastatiques, donc 10 800 avaient donc eu une néphrectomie. On voit l'évolution, finalement, la tendance à l'augmentation finalement des chirurgies de cytoréduction, et avec effectivement une diminution de la mortalité précoce pour cette chirurgie, donc qui est devenue une chirurgie un peu plus standardisée. Alors, si on cible la période plus récente, parce qu'évidemment l'apparition et le développement des angiogéniques depuis le début des années 2000 a changé un peu la donne, donc si on prend à l'intérieur de cette base, la partie plus récente est dans le groupe de 2006 à 2012, c'est-à-dire ceux qui ont bénéficié des anti-angiogéniques. Là, on extrait des 35 000 patients, on a extrait 13 000. Et sur les 13 000, on voit bien qu'effectivement, une chirurgie de cytoréduction permet d'augmenter la survie globale par rapport à l'absence de chirurgie, en voyant quand même qu'effectivement, à 5 ans, on reste quand même sur des taux qui sont relativement faibles en termes de survie. Donc là encore, il faut rester modeste. Alors, la revue globale de la littérature, elle est donc très clairement en faveur de la chirurgie de néphrectomie donc associée chez les patients métastatiques. C'est à peu près le cas à peu près pour toutes les séries quand on fait vraiment cette revue globale. Pour autant, bien sûr, ce n'est pas pour tous les patients, ce serait pour des patients sélectionnés, des patients qui seraient oligométastatiques et qui seraient donc peu symptomatiques, et donc des patients effectivement donc déjà sélectionnés. Alors pardon pour la clarté de la diapo qui n'est pas terrible. Les patients, alors les questions qui se posent, c'est en pratique quels patients opérer. Alors on tient compte en cancer du rein pour les cancers métastatiques de 4 facteurs de risque, sont les facteurs notamment élaborés par Memorial à New York, donc le statut performance Karnofsky, le taux d'hémoglobine, le taux de polynucléaire neutrophile et le stade N. Et en fait, ce que je vous dis, donc, parce qu'on ne voit pas très bien, là c'est moins de 2 facteurs de risque, et là c'est 2 ou plus parmi ces facteurs de risque. Et on voit bien que quand il y a moins de 2 facteurs de risque, quand il y a un seul des facteurs de risque qui est ici, qui est présent, on a un avantage en termes de survie pour la chirurgie de la cytoréduction. Dès qu'on a par contre 2 ou plus facteurs de risque parmi ces facteurs de risque-là, par contre il n'y a pas tellement d'intérêt, les patients sont déjà à un stade très avancé. Et puis il y a un élément qui est en train de venir de plus en plus, c'est la notion de masse tumorale rénale par rapport à la masse tumorale globale. Et de plus en plus dans la littérature, on voit que si la chirurgie est envisageable, si la masse tumorale rénale représente au moins 80% de la masse tumorale globale. C'est-à-dire que si on a effectivement 50% de la masse tumorale qui est dans le rein et 50% qui métastase diffuse, l'intérêt de la chirurgie semble beaucoup plus limité. La deuxième question, c'est, une fois qu'on sait si on les opère ou pas, quel type de chirurgie? Alors ça paraît évident de dire néphrectomie élargie bien sûr, mais c'est pas si évident, puisqu'effectivement il y a un certain nombre d'études qui ont montré qu'on pouvait proposer dans certains cas des néphrectomies partielles. Pour autant, quand on distingue, quand on regarde ce papier qui était intéressant, c'est qu'en fait l'intérêt de la chirurgie partielle n'existe chez les métastatiques principalement que pour les patients qui ont une tumeur primitive qui fait moins de 4 cm. Ce qui évidemment n'est pas le cas le plus fréquent, parce que les tumeurs métastatiques sont en général plus de 4 cm, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui font moins de 4 cm et qui métastasent. Celle-là, effectivement, il y a intérêt, on voit une différence de survie entre la chirurgie partielle et la non-chirurgie. Par contre, dès que la tumeur fait entre 4 et 7, voire plus de 7, il n'y a plus d'intérêt effectivement à faire une partielle par rapport à une totale. Donc là, effectivement, c'était un élément important sur le type de chirurgie. Une fois qu'on sait si on opère et puis comment on opère, à quel est le timing? Alors, le timing, faut-il faire ça avant ou après l'initiation de la thérapie ciblée, qui de toute façon est nécessairement et évidemment indispensable? Alors là, effectivement, on a une étude qui est passée dans le Journal of Clinical Oncology il y a 2 ans,
qui montraient qu'effectivement, plutôt en post-initiation du traitement autogénique, sachant que le traitement anti-génique, bien sûr, est continu, là c'est par rapport à l'initiation du traitement, c'est pas après le traitement. Et donc, il n'y avait pas une énorme différence, mais effectivement, il semblait qu'il fallait initier le traitement et qu'on pouvait faire la chirurgie relativement rapidement. Plus précisément, ça a été évalué, et il semble que finalement, en termes de timing, si on a un patient qui est métastatique et qui a plutôt un état général qui est plutôt satisfaisant, avec une masse qui paraît bien réalisable, et puis l'essentiel, donc une fois de plus, une grosse majorité, plus de 80% de la maladie qui est dans le rein, on peut démarrer par la chirurgie de cytoréduction, et ensuite, on initie aussitôt après l'anti-angiogénique, c'est la thérapie systémique. Si par contre, c'est un patient en bien plus mauvais état général, pour lequel effectivement on va démarrer la thérapie systémique, et selon la réponse, dans un second temps, on fera éventuellement une chirurgie de consolidation. Alors, il n'y a pas que la chirurgie dans les traitements locaux, on a parlé de traitement local de la tumeur primitive, mais c'est vrai qu'on pourrait discuter l'embolisation. Alors, l'embolisation versus la néphrectomie, c'était quelque chose qu'on faisait souvent avant pour faire encore maintenant sur des très grosses tumeurs qu'on opère. Effectivement, là, on tient compte, une fois de plus, des critères du mémorial, et effectivement, on prend ces critères, et ces critères permettent de définir des groupes de bons pronostics avec 0 facteur, de pronostics intermédiaires, 1 ou 2 facteurs, et des critères de mauvais pronostic qui sont 3 facteurs ou plus. Et là, on voit qu'effectivement, selon que les patients, donc là c'est la prochaine chose sur la gauche, la survie globale, donc à gauche la progression sans risque et puis la survie globale, là on voit bien que pour les risques effectivement intermédiaires, on voit qu'effectivement il y a potentiellement une équivalence, même si c'est toujours un avantage pour la chirurgie. Dès que ça devient des facteurs de risque qui sont sévères, là effectivement on voit bien que les résultats sont quand même assez catastrophiques, y compris dans les deux cas, mais l'embolisation est insuffisante. Et c'est pareil en survie globale. Alors les recommandations aujourd'hui, qui bien sûr sont toujours en cours d'évolution, néphrectomie, parce que c'est donc, vous l'avez compris, le principal traitement local qu'on peut appliquer dans les cancers du rein métastatique, s'il est discuté. L'indication de la néphrectomie aujourd'hui en fonction du niveau de preuve, effectivement, après, que ce soit après interféron, qui est quand même peu utilisé, ou surtout après angiogénique, qui reste maintenant le traitement de princeps dans les cancers métastatiques, effectivement, pour les patients en bon état général, un niveau de preuve assez élevé pour pouvoir proposer une chirurgie, avoir un peu le timing. Et puis pour les recommandations, une fois de plus en s'appuyant sur les critères mémoriales, qui sont les plus reconnus, même s'il y en existe d'autres aujourd'hui, effectivement, chez les patients de pronostic intermédiaire, on peut effectivement proposer une chirurgie de cytoréduction, et effectivement il y a un protocole qui est en cours, le protocole Carmona, qui peut être discuté. Et puis si on part chez les patients de mauvais pronostic, aujourd'hui, la néphrectomie avant le traitement génique n'est pas recommandée, on fait plutôt le traitement systémique, et en fonction de la réponse, on verra si s'il y a une place pour une chirurgie. Les perspectives, c'est bien sûr les deux grands items qu'on a déjà évoqués, c'est d'aller vers un traitement qui soit personnalisé, et on le voit bien sûr avec la partie mutation génomique et biologie moléculaire, et puis la partie traitement multimodal qui de plus en plus va s'intégrer avec effectivement du systémique et du local, et qui pourra intégrer aussi, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est plutôt focalisé sur la chirurgie, mais il y a de plus en plus, on va le voir sur la prostate, d'énergie qui pourra être utilisée en traitement local sur les tumeurs du rein, et la chirurgie ne sera pas forcément la solution unique en traitement local. Alors sur le cancer de prostate, donc l'épidémiologie, alors j'étais sur les fourchettes hautes, on est plutôt autour de 50 000 aujourd'hui nouveaux cas par an en incidence. Alors le taux de métastase, il est variable, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tant de données que ça, c'est vrai que j'étais surpris par Washington, enfin ils sont en 5%, c'était effectivement entre 5 et 10%, mais 5% actuellement c'est plutôt bas, c'est-à-dire qu'on a nettement baissé le taux de métastase d'emblée. Le pronostic, on est toujours autour de à peu près 9000 à 8900 cas de décès par an. C'est la cinquième cause de décès par cancer. Et donc la troisième chez l'autre, c'était vrai il y a 5 ans, on a les chiffres plus récents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement, alors sur une période relativement courte, mais c'est quand même intéressant de voir ça, le taux, en fait, la discussion de l'extension tumorale et le taux de PSA diagnostic entre 2001 à gauche et 2008. Enfin 2001 c'est en vert clair et 2008 c'est en vert foncé. Vous voyez effectivement les taux de PSA effectivement étaient plus élevés en 2001 qu'en 2008 au moment du diagnostic, et l'extension de la tumeur, on voit bien que le taux de N+ et de M+ a nettement diminué. Effectivement, on est dans les chiffres que vous avez donnés qui sont effectivement 5% de M+ aujourd'hui, c'est l'heure 2008, ça avait déjà pas mal diminué effectivement avec l'extension du dépistage.
Alors l'EM+, alors un petit mot bref pour les non-urologues, c'est très synthétique, hein, jusqu'en 2004 en fait c'était l'hormothérapie, depuis Charles Gibbs, donc on parle du prix Nobel en 1941, sur la castration, on était sur l'hormothérapie seule. Et puis depuis 2004 sont apparus en 2004-2005 des chimiothérapies, d'abord le docétaxel, le cabazitaxel est apparu il y a quelques années, et puis les nouvelles hormonothérapies, abiraterone, enzalutamide, et puis effectivement la possibilité d'autres techniques comme le radium 223, donc des indications plus spécifiques. Si on schématise, alors c'est très synthétique, mais c'est souvent des grandes lignes, les patients aujourd'hui qui ont des volumes tumoraux métastatiques faibles à modérés, le traitement hormonal seul reste le traitement de base, avec deux options, le traitement classique et le traitement continu, en général par agonie de la GRH plus anti-androgène, l'idée étant de couvrir toute la sécrétion à la fois testiculaire et surrénale d'androgène. Il y a une option qui existe, qui est le traitement hormonal intermittent, qui est une niche, mais qui est beaucoup plus large, une petite niche, et qui peut s'appliquer aux patients métastatiques avec une faible à modérée, à condition d'avoir des PSA plutôt inférieurs à 50 et pas plus de 3 métastases osseuses non douloureuses. Et donc là, il y a un vrai intérêt, et on a vu qu'avec cela, on peut permettre d'abord de réduire les effets secondaires, et surtout l'objectif, et ça il faut beaucoup d'études, et on les a en cours actuellement, d'augmentation de la durée sans résistance, puisque le gros problème de l'hormonothérapie, c'est l'hormonorésistance. Alors l'hormonorésistance est un terme qu'on n'utilise plus en urologie, puisque maintenant avec les nouvelles hormonothérapies, on sait qu'il y a des patients qui peuvent être castrés, donc qui ont un testostérone inférieur à 0,5, mais qui pour autant dont le PSA repart. Et pourtant ils sont castrés, et donc ça veut dire qu'ils vont être sensibles à de nouvelles hormonothérapies qui vont agir directement sur la production de ces tumorales par la tumeur. Et donc chez les patients qui par contre ont une évolution vers la castration-résistance ou d'emblée un fort volume tumoral c'est métastase viscérale et au moins 4 métastases osseuses, il y a les chimiothérapies ou les nouvelles hormonothérapies. Donc ça effectivement c'est aujourd'hui le schéma global. Alors la chirurgie chez les patients oligométastatique, le rationnel, bien sûr, c'est le contrôle local, limiter le trou du bas et voir du haut appareil, notamment les problèmes de rétention urinaire et naturie, et puis éventuellement les symptômes rectaux. Le bénéfice carcinologique avec les grands principes qui ont été déjà évoqués, mieux que je le ferai, sur ôter une source potentielle de futures métastases, avec notamment l'élimination des clones cellulaires intraprostatiques qui sont résistants à la castration et ou à la radiothérapie. Optimiser la réponse au traitement systémique dans le cadre d'un traitement multimodal. Et donc, du coup, aboutir à une sélection de patients plutôt oligométastatiques. Alors, la définition est variable, mais aujourd'hui, ce qui est plutôt reconnu comme définition, c'est pas plus de 5 localisations ganglionnaires osseuses, d'une tumeur qui est considérée non extensive, et avec effectivement une nouvelle imagerie. Là, on a parlé effectivement de PET, alors nous, c'est pas le PET FDG parce que c'est peu glycolytique comme activité, la prostate, mais par contre, le PET à la choline, bien sûr, et puis potentiellement le PET PSA. Alors, la revue de littérature pour la chirurgie dans métastatique, c'est assez récent, il y a très peu d'études, et puis surtout elles sont très hétérogènes. Si on regarde la principale étude, en fait, c'est l'étude d'Edenrach, et cette étude, on la voit ici, c'est 32 patients, vous voyez, c'est des petites séries, avec pas plus de 3 sites osseux sur la scintigraphie, puisque c'était à l'époque la scintigraphie qui était faite, avec un recul de 40 mois, on voit qu'effectivement, entre le groupe opéré et le groupe témoin, eh bien effectivement, on a une survie à la fois sans progression spécifique qui est supérieure pour le groupe opéré, mais là encore, ce sont des patients très sélectionnés avec des volumes métastatiques limités. Donc finalement, on voit qu'effectivement, la morbidité aussi, parce qu'il faut regarder la morbidité des gestes qui sont faits, parce que la chirurgie, c'est une chirurgie quand même plus complexe et plus lourde, et potentiellement, finalement, le taux de complication n'était pas si élevé que ça, il était plus élevé que pour la chirurgie classique, mais il était encore relativement acceptable, et y compris pour le taux de continence. Alors, la chirurgie, oui, mais est-ce qu'il y a que la chirurgie comme traitement local? Non, il n'y a pas que la chirurgie, bien évidemment, il y a d'autres options, notamment la radiothérapie. Et là, il y a eu sur le registre féminin qui a été publié il y a quelques années dans l'Européen, l'urologie. Effectivement, on voit qu'il y a un bénéfice pour la chirurgie versus la radiothérapie pour les patients qui sont métastatiques d'emblée, pour des patients oligométastatiques. Alors, là encore, cette étude très récente, il y a quelques mois, qui est sortie dans l'Européen, qui montre qu'un traitement local versus un absence de traitement local est recommandé, effectivement, pour des patients sélectionnés. Ensuite, quel traitement local? Là encore, ça confirme plutôt la chirurgie que la radiothérapie pour ces patients oligométastatiques. Enfin, l'imagerie, bon, je vais passer rapidement, ça a été bien dit que je me ferai là encore, le TEP col bien FDG, donc la prostate, non, peu d'activité glycolytique, le TEP à la choline, bien sûr, effectivement, et puis le TEP SMA qui semble intéressant, mais là encore, il y a des sujets qui auront un problème d'accessibilité sur ce sujet-là, mais on a beaucoup d'espoir là-dessus pour justement éviter des analytiques. Nous avons beaucoup trop de scintigraphies osseuses, à mon avis, qui sont faites en France, et pour des gens qui ont souvent très très peu de risques d'avoir des métastases.
Donc on pourra cibler et être beaucoup plus performant là-dessus. Donc finalement, la place de la chirurgie pour l'oligométastatique en prostate, c'est l'importance du contrôle local, qui n'est pas négligé parce que les gens sont très embêtés par les complications urinaires, algiques, hémorragiques, et donc effectivement, il ne faut jamais sous-estimer ça, le confort du patient métastatique. Chez les patients sélectionnés, où effectivement l'imagerie va nous apporter beaucoup, voilà, et puis l'état général, les comorbidités, et puis bien sûr, toujours avoir en tête que ça va s'intégrer dans une prise en charge qui sera multimodale avec différentes options. Donc ça, je passe là-dessus. Donc finalement, aujourd'hui, les recommandations, elles sont aujourd'hui, bien sûr, c'est dans le cadre de protocole, puisque ça reste vraiment assez embryonnaire. Mais on voit bien qu'on une tendance, c'est des sujets qu'on ne pouvait même pas évoquer en congrès international il y a 10 ans, quand il est lâché. Et quand on évoque ça, maintenant, pour des patients sélectionnés, on se rend bien compte qu'au moins, ça peut rentrer dans la discussion et qu'il y a sûrement des patients qui pourraient en bénéficier avec des niveaux de preuve de recommandation qui finalement commencent à monter un petit peu. Enfin, dernier point, là encore, il n'y a pas que la chirurgie et la radiothérapie dans les traitements locaux, et on voit bien que de même qu'on le fait pour les traitements focaux en cancer de prostate, pourquoi ne pas imaginer, et ça se fait déjà dans certains cas, utiliser un certain nombre d'énergies ciblées, alors, les ultrasons, la fluorothérapie, l'électroporation, la cryothérapie, la photoimmunothérapie, pour traiter de la tumeur préventive avec une imagerie ciblée de plus en plus et ne pas rester sur juste simplement la vision binaire, chirurgie au rayon, traitement local. Il y a d'autres thérapies qui sont déjà utilisées pour les traitements focaux qu'on pourrait très bien utiliser pour les traitements pour des pathologies métastatiques. Et là encore, et je conclue là-dessus, le message c'est clairement d'aller vers un traitement personnalisé où là encore on aura l'intérêt effectivement de la génétique et la biologie moléculaire et multimodal, local et systémique, appuyé sur l'imagerie notamment métabolique de plus en plus intéressant. Et il y a un certain nombre d'études en cours, et notamment effectivement, alors on voit notamment, là, j'insiste sur celui-là, qui est l'étude GETUI-AFU, ce qu'on appelle le PIS-1, qui effectivement compare pour des patients qui sont hormononaïfs, métastatiques hormononaïfs, et bien effectivement le fait d'avoir l'hormonothérapie versus l'hormonothérapie plus les nouvelles hormonothérapies, et éventuellement également avec un bras de radiothérapie. Donc on va sans doute répondre à ces questions dans les années qui suivent. Voilà, je vous remercie. Oui, alors merci beaucoup de cet exposé, vraiment très, très synthétique. J'ai une petite question, alors on sort peut-être un peu du sujet, qui est sur les métastases synchrones, mais dans les cancers du rein, il y a des métastases métachrones qu'on observe quelques années après cancer, qui sont de meilleurs pronostics que ce que tu annonçais. Comment est-ce que tu l'expliques? Comment est-ce qu'on l'explique? Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a un certain nombre de séries qui ont montré qu'effectivement, les métastases métachrones sont. Le problème, c'est que les séries sont tellement limitées qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas de data en fait, sur finalement la course naturelle de la maladie. Donc en fait, c'est vrai que ça reste des séries très limitées, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il semblerait, et c'est vrai que la chirurgie a été faite beaucoup plus au départ dans des cas comme ça, dans des cas de métastases métachrones, que les métastases synchrones. Et effectivement, en fait, je pense que les antiangiogéniques ont quand même beaucoup modifié la donne parce qu'on est revenu à un système de traitement multimodal où on s'est dit finalement, on pourrait effectivement combiner et le traitement systémique et le traitement local. Mais ensuite, le pronostic parfois meilleur des métachrones, c'est vrai qu'on n'a pas d'explication actuellement. Je parle de la métastase métachrone unique qu'on voit apparaître et qu'on traite chirurgicalement jusqu'au jour où on en voit une autre, etc. Et on a l'impression que le pronostic est quand même bien meilleur, que ce n'est pas exactement la même. C'est vrai que ce n'est pas la même maladie en fait. Oui, c'est vrai que c'est pas la même maladie. Là, on parle en fait finalement de gens qui ont une masse tumorale élevée avec des métastases un peu diffuses. Et en fait, on dit on les traitera par chirurgie si c'est diffus mais pas trop diffus. Quand c'est vraiment métastase unique, et c'est vrai qu'on l'a fait, y compris sur les cancers de prostate aussi du rein depuis longtemps, des traités finalement métastase par métastase, qui paraissaient un peu empiriques, a donné et donne encore de très bons résultats. J'avais une question. Merci pour ce très bel exposé. Vous l'avez souligné, il y a toujours une difficulté de la définition de la maladie oligométastatique et de la masse tumorale en pratique. Comment vous faites? C'est vrai que là, effectivement, aujourd'hui, personne n'est complètement d'accord. Ce qui quand même ressort, c'est effectivement, l'état général effectivement du patient. Voilà. Deux, effectivement, le nombre de métastases. Alors c'est vrai que pour la prostate aujourd'hui, c'est entre 3 et 5, voilà, sur un seul site. Alors ensuite, on distingue le faible volume tumoral et le fort. C'est vrai qu'on reste, si c'est 3 ou 5, mais osseuses, voilà. Dès qu'il y a des métastases tumorales viscérales, là, effectivement, on considère que c'est de très fort potentiel métastatique. Et aujourd'hui, les traitements locaux n'ont pas aujourd'hui de place, mais peut-être que ça viendra, parce qu'on y va par étapes.
Donc aujourd'hui, c'est limité entre le nombre de métastases, la localisation, c'est vrai qu'on fait la distinction, notamment en prostate, entre les localisations osseuses qui sont prépondérantes et viscérales. Dès qu'il y a de la métastase viscérale, c'est vrai qu'on considère que c'est des maladies très avancées, et à ce moment-là, pour l'instant, on les exclut des traitements locaux. Pour l'instant. Et puis c'est sûr qu'on va s'appuyer de plus en plus, c'est pour ça que je parlais d'évoquer plus que vous, pardon, le PSMA, parce que c'est vrai que j'y crois, mais enfin, voilà, on voit bien le potentiel, parce que nous, l'FDG, c'est vrai que l'FDG pour la prostate, ça n'a pas d'activité politique, on est de mauvais élèves pour le PET-FDG. La colline, effectivement, c'est très intéressant, et en ganglionnaire et en osseux, et il semble que le PSMA pour les métastases osseuses, par choix de contrôle, pourrait être plus spécifique que en tout cas clairement que la scintigraphie osseuse, et peut-être que le PET à la colline. Ensuite, il y a les questions de coût, il y a les questions d'ATU et tout ça, mais on voit bien que là, on va pouvoir réduire considérablement le nombre d'examens utiles, et puis de pouvoir cibler, et ensuite d'aller vers des traitements plus précis. Moi j'ai une question concernant les métastases de cancer du rein, mais les métastases métachromes. Est-ce qu'il existe vraiment une disparition spontanée dans certains cas de métastases rénales? Alors quand on regarde la littérature, je vais regarder ça, c'est moins de 0,5%, entre 0,5 et 1% de disparition spontanée. Voilà. Voilà. Mais bon, on n'a pas. Voilà. Mais pour autant, c'est vrai que les métastases, c'est vrai qu'effectivement, on a tous opéré des gens métastase par métastase, alors ça peut paraître complètement fou. Et finalement, on avait des bons résultats. Le problème, c'est que les séries sont tellement petites qu'en tirer des conclusions là-dessus, c'est difficile. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose un café. Voilà, une petite pause et puis on va reprendre.